Alors, bienvenue tout le monde. Le printemps est arrivé, ça y est. On se voit comme des fleurs qui arrivent à sortir des banquises et des glaciers de l'hiver. Aujourd'hui, on a un thème qui pourrait paraître très simple et très facile entre la différence entre être et paraître. Et en même temps, je me dis, c'est en fait un thème très difficile parce que, excusez-moi, ça peut être facilement une discussion purement philosophique et cérébrale, et de mettre le doigt vraiment sur ce que c'est que être ou paraître. Ça peut être très subjectif. C'est un peu comme demander à quelqu'un, est-ce que c'est assez sucré ou pas assez sucré? Puis, ben là, ça dépend. Quelqu'un qui mange jamais de sucre, une demi-cuillerée de sucre, puis ça lui paraît comme insupportable. Quelqu'un qui mange beaucoup de sucre, une demi-cuillerée, c'est rien du tout. Et quand on parle de cette notion d'être ou de paraître, on sait qu'on fait appel à ce thème qui est très important, je pense, et très populaire maintenant, qui est l'authenticité et la recherche d'authenticité. Je pense que les gens de plus en plus veulent être authentiques, veulent être eux-mêmes, parce qu'ils se rendent compte que de jouer un rôle, c'est un peu fatigant aussi. Si on est au théâtre toute la journée, puis qu'on n'a plus jamais le temps d'enlever son costume, puis on est toujours en performance, c'est épuisant aussi. Et c'est pas une partie de nous qu'on exprime, il y a toujours une partie de soi-même dans l'acte de jouer, dans la façon dont on se comporte avec les autres. Mais est-ce que c'est le véritable nous qu'on joue dans notre rôle? Alors, c'est un thème qui pourrait faire qu'on se perde beaucoup dans de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est concret? Est-ce qu'on est dans l'abstrait seulement? Il y a un niveau d'être et de paraître qui est évident, qui est celui qui m'arrive souvent des fois où il y a des jours où je me sens en super forme. Puis tout le temps, vraiment, tu arrives au travail, puis quelqu'un te dit « Ah, t'as l'air vraiment fatigué aujourd'hui, hein? » Ah bon? Je dis « Non. Je sais pas, non, pourtant ça va bien. Non, c'est bon. Ah non, t'as les traits tirés. Ok, ça va, merci. Lâche-moi. Et là, tu te dis, bon, peut-être une apparence qui est pas tout à fait en concordance avec ce que je ressens. Puis l'inverse arrive souvent aussi, où j'arrive au travail en ayant l'impression que mes yeux touchent le fond de la tête, en me demandant si je vais me rendre jusqu'à la fin de la journée. Et ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais fatigué, puis un peu, j'en avais vraiment plein la tête. Puis quelqu'un me dit « Ah, t'as vraiment l'air bien, hein? T'as l'air détendu, c'est l'air de printemps et tout. » Je dis « Ok, soit il a vraiment pas mis ses lunettes ce matin, ou alors il y a quelque chose qui est vraiment... comment est-ce que je peux avoir l'air détendu et bien, alors qu'en fait, je suis probablement au pire de moi-même. » Donc des fois, on se demande un petit peu qu'est-ce que les gens voient de l'extérieur versus qu'est-ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Et on sait que des fois, les gens disent il a rien dit ou elle a rien dit, mais elle en pensait pas moins. Donc, d'un côté extérieur, on agissait, on disait des choses, mais côté intérieur, c'est vrai, cause toujours. Alors, des fois, on a cet être et paraître est très commun. C'est quelque chose qu'on vit régulièrement. Comment ça va? Ça va, ouais, c'est bien, c'est bien. En fait, non, ça va super mal. Mais on doit jouer le rôle que ça va bien, quoi. Au travail, surtout, c'est le cas. Des fois, mais il faut jouer son rôle. Il faut performer, il faut agir, il faut être à la hauteur. On se motive, on se booste un petit peu le matin, puis on essaye de performer surtout. Puis on sait que des fois, c'est pas nous, c'est un peu un surmoi qu'on essaye de jouer dans la journée, puis que le vrai moi, il n'aurait peut-être pas l'intérêt ou la patience de jouer ça. Donc à ce niveau-là, l'être et le paraître, je pense qu'on le connaît tous. On sait quand on sonne faux. Tu sais, quand on dit des choses, on s'écoute, puis on dit ouais, pas sûr de ce que je viens de dire. Tu sais, on plaisante souvent quand on dit... et des fois, bien sûr, des gens qu'on voit, puis c'est toujours vrai, parce que là, je viens juste de le dire à quelqu'un que j'aime beaucoup, mais des fois, tu dis à quelqu'un « Ah, je suis content de te voir ». Puis ça t'échappe, puis tu dis « Non, en fait, je suis pas du tout content de te voir », mais c'est ce qu'on dit quand tu vois quelqu'un. Mais c'est vrai, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, ok, c'est bon. Mais c'est vrai, des fois au travail, tu dis « Ah, ça fait plaisir ». Non, pas du tout. Mais on est comme ça, tu sais, on est obligé de jouer notre rôle.
Et dans ce sens-là, je pense qu'on est tous un petit peu sur scène de temps en temps. On est tous un petit peu en train de jouer. Et puis bon, ben, on se confie pas non plus à tout le monde. Hein. Si à chaque fois que quelqu'un nous demande comment ça va, tu te mets à dire, ben écoute, si tu veux vraiment savoir, bon écoute, je vais te dire, tu sais, depuis l'âge de 5 ans, oh là là, non, je t'ai juste demandé comment ça va et je m'attendais à ce que tu me dises très bien, puis moi je continue, puis toi tu continues, puis on se parle pas, d'accord? C'était ça la convention. Et puis là, on peut pas se mettre à raconter tous nos trucs à tout le monde non plus. Il y a des gens avec qui on peut aussi même, on est confronté des fois avec des amis où on commence à leur dire des choses. Puis on sent qu'il y a une limite, tu sais, qu'on peut pas aller plus loin. On aimerait peut-être, mais on hésite, puis on peut pas aller plus loin. Alors là, on est quoi? Est-ce qu'on est vraiment? Est-ce qu'on paraît? Est-ce qu'on... Tu sais, il y a une façade, il y a un rôle qu'on doit jouer, il y a une façon de s'afficher qui n'est pas nécessairement tout à fait ce qu'on est intérieurement. Puis encore heureux, parce que c'est tout à fait normal aussi. Mais ça, je pense que c'est une dichotomie d'être et de paraître à laquelle on est habitué, qu'on joue régulièrement, qu'on est obligé de gérer et qui fait partie un petit peu. Et dans ce sens-là, à ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi une quête d'authenticité. Quand on pense, par exemple, j'en ai souvent parlé, l'idée de vouloir toujours paraître comme quelqu'un qui est gentil avec les autres. Moi, ça a été vraiment mon cas de people pleasing, c'est ce qu'ils appellent en anglais. Là. Tu veux vraiment toujours faire plaisir au monde. Parce que c'est le rôle qu'on aime exposer. On veut paraître comme quelqu'un qui fait toujours plaisir au monde. Puis un jour, c'est très confrontant de se dire, c'est OK de ne pas être super sympa avec tout le monde. Puis pour quelqu'un qui essaye de plaire à tout le monde, pour toutes sortes de raisons X, Y, Z, pas qu'il a envie de faire plaisir au monde, mais surtout, il ou elle a envie de bien paraître devant les autres, puis d'avoir l'attention des autres, d'attirer à soi ce compliment. T'es vraiment gentil, hein, t'es super... C'est pas le fun de se faire dire, t'es bête, hein, t'es vraiment pas sympa avec le monde, t'es vraiment désagréable. Bon, il y en a qui aiment peut-être se faire dire ça, puis pour eux, c'est yes, c'est une victoire. La plupart d'entre nous, je pense pas que c'est trop notre truc. Donc, il y avait un désir de bien paraître, donc de toujours avoir l'air de la personne qui fait du bien aux autres, puis de se dire un jour, ben en fait, c'est OK de pas être gentil avec quelqu'un. Ça, c'est très dur pour quelqu'un qui veut être une personne qui fait plaisir aux autres, d'être capable d'être un peu plus cru, un peu plus, moins gentil. Et une amie m'avait dit une fois, elle me dirait, tu sais, si tu en faisais juste la moitié de ce que tu fais, les gens seraient quand même très heureux avec toi. Puis je me disais, ouais, ben là... Et j'ai essayé un petit peu. Des fois, je me disais, bon, là, j'irais peut-être, même quand je préparais des fois des cadeaux, tu sais, je me disais, ça... Puis après, tu te dis, OK, elle m'a dit la moitié. OK, j'enlève ça, j'enlève ça. Je vois, ça fait vraiment toujours plaisir, tu sais. Puis, qui détermine, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est assez sucré, pas assez sucré? Je sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais on finit toujours par, c'est la cuisson, hein. Je mets la carotte, machin, truc. On fait cuire pendant 40 minutes, puis à la fin, peut-être ça va donner un bon potage. Mais j'avais une amie une fois que j'aime beaucoup et qu'à chaque fois je la recevais, elle m'avait dit une fois d'ailleurs, elle me dit, écoute, t'es le seul homme que j'ai vu vraiment faire mon lit, préparer les trucs. Moi, quand je reçois chez moi, souvent, ben, les gens, quand ils arrivent, il y a une fleur, il y a la serviette, comme dans un hôtel, une fleur, une petite bénédiction, un chocolat, le lit, tu sais, je le fais. J'ai été élevé avec des parents qui tenaient des hôtels. Donc, on m'a appris à faire des lits de façon un peu bizarroïde, mais comme dans les hôtels, tu le défais sur toi, puis c'est magnifique. Et puis, je mets du parfum, etc., etc. Puis, je fais ça pendant des années. C'est une très bonne amie. Puis, une fois, elle a eu le courage de me dire, je sais pas comment c'est sorti, puis elle me dit un peu à la blague, ah, ben, de toute façon, toi, je sais que tu me fais toujours le lit de façon très sophistiquée. Première chose que je fais quand, généralement, j'arrive, je refais mon lit. Puis, elle dit, je change d'oreiller parce que tu mets tellement de parfum, ça me donne la nausée. Je dis, ah bon? Bon, ben écoute, je voulais faire plaisir finalement. Finalement, peut-être que j'en faisais trop, quoi. Et ça allait vraiment avec l'idée, qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu veux vraiment faire plaisir à la personne ou est-ce que tu veux juste te faire plaisir à toi, en fait? Satisfaire ton propre style, puis mettre autant de sucre que toi, tu as décidé que c'était bon. Mais avant de mettre autant de sucre,
Peut-être tu devrais demander à la personne, tu mets-tu du sucre dans ton café ou pas? Plutôt que de lui servir le café avec, regarde, il est super bon mon café, hein? Dis pas qu'il est pas bon, hein? J'ai vraiment fait ça avec beaucoup d'amour pour toi, puis il est parfait, hein, mon café, puis je te le donne. C'est sûr, la personne, elle va boire ça, elle va dire, mon Dieu, c'est du sirop de café, je déteste ça, mais elle n'osera rien dire, parce qu'elle veut pas te blesser. Mais si elle t'aime bien, elle va dire, écoute, c'est imbuvable ton truc, c'est du sirop de café. Alors des fois, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et dans ce sens-là, accepter pour quelqu'un qui est un peu excessif, accepter d'être normal, ça demande des efforts. Et dans ce sens-là, c'est ça un petit peu pour moi la quête d'authenticité aussi, c'est de, oui, être soi-même, mais en même temps, ne pas essayer d'être plus que soi-même. Et c'est suffisant peut-être d'être soi-même. On n'a pas besoin d'être plus que soi-même. Donc, dans ce sens-là, il y a un degré d'authenticité qui est purement, je dirais, un peu psychologique ou comportemental, au premier degré. Là où ça se complique dans la spiritualité, c'est quand on parle d'être ou de ne pas être ou paraître. Tu sais, c'est un peu la même chose. C'est de quel être est-ce qu'on parle? Et c'est là où ça se complique un petit peu. Et quand on essaye d'être authentique à un point de vue spirituel, c'est de se dire, mais en fait, je suis vrai quand je suis qui exactement? Et dans la pratique du Raja Yoga, on définit, bon, évidemment, que l'âme est une énergie, l'âme est une entité vivante, et que l'âme, au fil des millénaires, a perdu son identité, elle a perdu conscience de qui elle est. Et elle est devenue collée à son identité physique. Et nous, on dit par exemple que la première pratique qu'on développe dans le Raja Yoga, dans la méditation du Raja Yoga, c'est d'essayer de se détacher de ces identités illusoires. Être un homme, une femme, canadien, juif, chrétien, grand, petit. C'est des identités physiques qui sont vraies. Mais si on les applique à l'âme, dans la philosophie du Raja Yoga, on dit là, on commence à distorsionner le vrai langage, l'identité de l'âme. Et nous, ce qu'on essaye de faire en méditation, c'est premièrement de se détacher un peu du corps, pas le dénigrer ou ne pas en prendre soin ou quoi que ce soit, mais juste de sentir que je ne suis pas le corps, essayer de sentir que je suis une âme, essayer de ressentir cette dimension spirituelle, ressentir que l'âme, elle se voit pas avec une tête, des bras et des jambes. Ça, c'est le corps qui se voit comme ça. L'âme, elle se voit par ce qu'elle exprime au niveau de l'énergie, c'est-à-dire la vibration, le sentiment, la pensée, la conscience, l'attitude. Ça, c'est l'âme qui s'exprime. C'est pas le corps qui s'exprime. Quand je suis heureux, c'est pas parce que j'ai mangé des cornflakes le matin que tout à coup, 2 heures plus tard, tiens, c'est le bonheur qui arrive. Ah ben, c'est les cornflakes, qu'est-ce que tu veux? Non, ça marche pas. Enfin, à moins que vous ayez cette réaction, dites-moi c'est quoi la marque des cornflakes, puis je vais essayer, mais le bonheur n'est pas produit par le corps. Il s'exprime à travers le corps, mais c'est pas le corps qui produit le bonheur. C'est l'âme dans un corps qui ressent le bonheur, puis qui l'exprime par le sourire, etc. L'amour par d'autres façons d'exprimer l'amour, la paix autrement, etc. Donc l'identité qu'on va aller chercher, c'est une identité spirituelle d'âme. Et là, quand on parle d'être ou de paraître, ben là, on est dans un autre domaine. Parce que tout à coup, le véritable être, c'est être conscient de l'âme. Et ne pas être conscient de l'âme, tout à coup, c'est un jeu. Et on dit, nous, que l'âme est un acteur né. C'est vraiment ça, c'est son problème, c'est que l'âme aime beaucoup jouer. Et que le but de venir sur Terre, d'ailleurs, c'est de jouer. Jouer son rôle. D'exercer son rôle et à travers son rôle, de vivre, de ressentir la vie, la beauté de la vie, etc. Sauf qu'au fil du temps, ça c'est la grande théorie Raja Yoga, au fil du temps, les âmes sur Terre ont perdu complètement la notion de qui elles sont. Elles sont devenues tellement identifiées à leur nationalité, leur âge, leur apparence, etc., que ça en devient mais des scènes difficiles. Et tous les conflits au monde aujourd'hui sont basés sur des différences d'identité. T'es musulman, je suis chrétien, je te tape dessus. T'es palestinien, je suis israélien, je te tape dessus. Et inversement. Je suis iranien ou je suis ceci. Ce sont ces identités qui créent des difficultés.
Si on revenait tous à ce qui est marqué dans les premiers chapitres de toutes les Écritures, c'est ça qui est aberrant en plus, que toutes les Écritures vont dire, vous êtes tous frères, là. Vous êtes tous égaux, vous êtes tous dans la grande famille de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Ça commence comme ça à peu près toutes les grandes Écritures. Mais c'est comme on a oublié de quoi on parle, puis c'est comme si c'est devenu, on est tous frères si on appartient tous à la même religion. Puis même dans la même religion, maintenant, ça se tape dessus. Alors, tu sais, les cheveux longs tapent sur ceux qui ont les cheveux courts. C'est comme c'est devenu la religion des longueurs de cheveux, puis des longueurs de toutes sortes de choses. Puis c'est compliqué la vie, hein, c'est vraiment compliqué. Alors, c'est vrai, tu sais, il y a des années, il fallait être certain poids pour être dans la mode. Aujourd'hui, il faut être vraiment ailleurs, puis t'es à la mode. Ça change, hein. Il y a des époques, on se prenait avec des parapluies pour pas bronzer. Aujourd'hui, on se promène tout nu pour bronzer. Ça change, ça arrête. Et puis c'est vraiment, c'est quoi le truc là? Et les gens sont jugés sur leur apparence physique. C'est que ça. C'est que ça, le bullying, la discrimination, le racisme, le rejet de l'autre, la peur de l'autre, c'est que des crises identitaires. Et là, on rentre dans une dimension beaucoup plus subtile de l'être et de paraître. Et on peut dire à ce moment-là, tu n'es pas Canadien ou homme ou femme, mais tu parais, ça c'est ton apparence. Elle est féminine, masculine, chrétienne, peu importe. Mais c'est juste ton apparence. Ton véritable être, il est ni mâle ni femelle, il est ni grand ni petit, il est ni brun ni jaune, il est ni canadien ni chinois, il est juste une âme. Et si on arrivait à voir l'âme dans l'autre, ben on aurait un point commun. C'est vraiment le cas de le dire, on serait un point au centre du front, il y aurait un point commun. Et si on se voyait à partir d'âme, là on accepterait les différences. C'est comme si on est vraiment frères et sœurs dans une famille, puis qu'on s'aime beaucoup parce qu'on a vécu ces liens de frères et sœurs. C'est pas grave que ma sœur porte une chemise rouge puis moi une chemise verte. C'est correct, on n'a pas les mêmes couleurs de chemise, mais t'es ma sœur, pareil. Et je t'aime parce qu'on est frères et sœurs. Mais on a perdu ce lien commun entre toutes les âmes. Puis on est juste dans les différences. Puis parce que tu portes pas la même couleur de chemise que moi, oh là, ça marche plus. Ou parce que tu n'as pas le même sexe, ou la même religion, ou la même nationalité. Il y a une différence, puis il rentre un jugement et un rejet. Et là, dans ce sens-là, être et paraître, c'est une autre échelle. Et c'est celle-là qui nous intéresse beaucoup en spiritualité, de se demander, est-ce que j'arrive à toucher l'être que je suis au-delà des apparences? Et comme je disais tout à l'heure, le côté, je joue un rôle, puis des jours ça va, puis j'ai pas l'air de bien aller, whatever, ça c'est aussi des apparences, encore plus, mais on gère ça à un autre niveau. L'expérience que je fais personnellement, souvent, pourquoi je continue beaucoup à méditer, c'est que en méditation, des fois, et je dis bien des fois, pas toujours, mais il y a des fois où en méditation, puis c'est pas nécessairement une méditation qui va se faire assise avec la musique, les lumières tamisées, etc. Des fois, c'est bizarrement assis en ville ou au parc ici, au coin de la rue ou dans le métro. J'ai pris le métro aujourd'hui, puis j'étais comme vraiment en méditation à un moment donné, puis d'un bien-être à un moment donné dans le chaos autour de toi. C'est l'heure de pointe, puis ça bouge et tout. Puis d'être complètement bien. Et des fois en méditation, on atteint un espèce d'état assez bizarre dans lequel on a l'impression que l'intellect est d'une stabilité totale, que les pensées, j'ai eu ça beaucoup en Inde cette année quand j'y étais, d'avoir l'expérience que par exemple chaque pensée est comme une goutte d'eau dont on est pleinement conscient là, une goutte, une goutte, une goutte, puis ça dure pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes, et que tout à coup il y a un état d'être qui n'est pas descriptible vraiment. C'est pas ça me fait penser un peu l'expression quand on dit il faut vivre le moment présent. Je pense que tout le monde l'interprète très différemment, et puis probablement que pas mal de gens ressentent des choses bien différentes en utilisant la même expression. Et dans ces méditations-là, ce que je ressens des fois, c'est un espèce d'état de légèreté, de liberté, de puissance, de lien avec un univers où tu te dis « Wow, ok, là, il se passe quelque chose ». Et il y a une paix profonde, il y a un amour, il y a une liberté, puis un sentiment d'être. Tu te dis oh, écoute, ça pouvait être toujours comme ça. Mais évidemment, ça a juste peu de temps en général, mais c'est un état en suspension. Et la seule chose que je pourrais me dire personnellement, c'est
quand je suis en harmonie avec cette fréquence, je me dis, je pense que là, je suis vraiment moi-même. Je pense que mon véritable être, il est là. Et il est difficile à maintenir parce qu'il a été souvent bousculé, brusqué, violé, brisé, etc. Et cet état-là, il n'est plus là souvent parce qu'il n'est plus normal. Il est vraiment seulement accessible dans des moments de grâce, des moments d'alignement, des moments de concentration très, très particulière. Et dans ces moments-là, je me dis, ouais, ça, là, c'est mon point de référence. Et la raison pour laquelle je pense que je continue à essayer de maintenir une pratique spirituelle malgré tous les efforts que ça demande des fois, puis les tentations d'arrêter, parce que c'est beaucoup plus facile d'arrêter d'être normal, tu sais, comme tout le monde. Tu t'énerves quand tu as envie de t'énerver, tu râles quand tu as envie de râler, tu t'inquiètes quand tu as envie de t'inquiéter, t'angoisses quand tu as envie de t'angoisser, tu te saoules quand tu as envie de te saouler. C'est facile, la vie. Vu comme ça, c'est très facile. Après, tu as la gueule de bois, mais bon, ça vient avec. Mais on peut vivre comme ça facilement. De chercher constamment à toucher le divin, c'est comme, OK, pourquoi tu te compliques la vie, là? Pourquoi tu te lèves à 4 heures le matin? C'est bon, attends, dors, arrête. Pourquoi tu regardes toujours dans ton assiette, en vessie, ça, manger? Non. Ben oui. Alors pourquoi? Ben parce que régulièrement, dans une pratique spirituelle, on atteint des moments où on se dit, OK, là, je touche quelque chose. Et cette espèce de lucidité, je dirais, puis encore, c'est relatif, hein, on s'entend, je décris encore un niveau de sucre que d'autres personnes me diraient, ben là, c'est pas très sucré, ou ça l'est trop, ou peu importe. Tout est relatif. Mais dans mes références personnelles, il y a des moments de méditation où je me dis, wow, qu'est-ce que ça, là? C'est important. Et ça, il faut que je continue à absorber ces moments-là, parce que ça me donne le sentiment de me rapprocher d'un accomplissement par rapport à soi. Et dans notre vie, ce qu'on a souvent défini ou ce qu'on pense dans la pratique spirituelle, c'est que peut-être qu'on est là aujourd'hui, mais on peut aller là aussi. C'est peut-être qu'aujourd'hui, mon niveau de bonheur, il est comme ça. Si je fais rien dans ma vie, peut-être que je vais gagner au 649 puis je serai très heureux après, peut-être. Peut-être pas. Par contre, je sais que si je fais rien, ben, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais si je continue à faire des efforts, ben, moi, ce que j'ai vécu, ce que je vis constamment, c'est que oui, mon niveau continue à augmenter. Oui, ma conscience devient de plus en plus intéressante, raffinée. De se voir, ne pas s'énerver, c'est vraiment gratifiant, je vous assure. Ça fait vraiment plaisir de se voir devant un espèce de boxeur qui dit « Ah oui, viens. » Toi, t'es là, putain, c'est bizarre, j'ai pas envie de le frapper du tout. Je me sens vraiment bien. Ça va? Hello? Tu vois l'autre s'énerver, tu dis énerve-toi, un petit moustique, ça va très bien. Tu vois, bzzz, ça va. Ouais, tu vois, puis tu sens que on est maître de ce qu'on vit. On peut l'améliorer. De sentir qu'on peut aimer des gens qu'on n'aimait vraiment pas avant, ça apporte quelque chose aussi. C'est purement égoïste peut-être, mais c'est un sentiment de se dire, quand j'aime les autres, je dirais, moi je pense que je suis plus vrai, je suis plus dans l'être que je suis vraiment, que lorsque je suis en réaction avec l'autre, puis qui m'énerve, puis que nanana. On peut dire aussi, ah mais oui, mais la colère, quand quelqu'un m'énerve, ben, je dis ce que j'ai à dire, j'étais authentique. Oui, tu es authentique, mais au premier degré dont on parlait tout à l'heure. Mais tu n'es pas authentique au niveau spirituel. Tu n'es pas authentique par rapport à tes vraies valeurs. Et ça, on le sait parce que quand on ment, pour ceux qui mentent encore, on faisait ça quand on était jeune, mais des fois, on a une autre façon de mentir, on distorsionne un petit peu la vérité. On a grandi un peu, ceux qui viennent du sud de la France connaissent bien ça, là, c'est toujours, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on dit que les gens du sud de la France ont toujours exagéré. Tu sais, j'ai pêché un poisson comme ça. Un, ben, il n'y a même pas d'eau d'abord, je ne sais pas comment tu as fait. Puis deux, ton poisson était comme ça. Je pense pas que ça soit juste là. Pas juste là, non, il y en a sûrement rien. Mais quand on ne dit pas vraiment la vérité, ça ne nous arrive jamais, bien sûr, mais je pense qu'on le sait à ce moment-là. Que, ouais, je sais pas pourquoi je dis, c'est you, ok, on joue un petit peu, et c'est pas tout à fait, ça sonne faux. Puis on le sait, nous.
L'autre personne peut être très impressionnée, mais nous, enfin, moi je sais que ça sonne faux. À ce moment-là, pour moi, c'est un signe de non-authenticité par rapport à mes valeurs profondes. Quand je suis impatient aujourd'hui, avant impatient, il n'y avait rien de mal à être impatient. C'était d'être vraiment énervé, de dire à quelqu'un que là tu m'énerves vraiment. Pour moi à l'époque, c'était normal, c'est un comportement normal. Quelqu'un t'énerve, tu dis qu'il t'énerve. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, c'est ça, c'est là que j'essaie de faire la différence entre être authentique et dire ce qu'on sent. C'est une authenticité à un premier degré, très comportementale, je dirais presque animale. L'être humain qu'on est, et quand je dirais dans d'autres niveaux qui est de dire l'âme que je suis, ben pour l'âme que je suis, être impatient, c'est plus normal. Puis d'exprimer mon impatience, c'est une erreur. Et j'ai trouvé que maintenant, en spiritualité, de vivre la patience, ben ça me rapproche beaucoup plus d'un état d'être auquel je m'identifie, puis je me dis, c'est ça que j'ai envie d'être. Puis c'est ça que je pense que quand je suis comme ça, je sens que je suis bien. Et je veux être comme ça. Et quand je ne le suis pas, c'est comme si ça sonne faux. Et je sais que c'est dur parce que c'est plus naturel. Donc on se dit, être authentique, c'est être naturel. Ben non, c'est comme de dire, tu sais, on devient tout le temps malade, tu tousses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on dit, ben c'est normal, je tousse, c'est correct. Tu dis non, t'es malade, normalement tu ne devrais pas tousser. Mais quelqu'un qui tousse tout le temps, 365 jours par année depuis 25 ans, il sait plus ce que c'est de ne pas tousser. Je ne sais pas si vous n'avez pas des petites déformités, les yeux, la myopie, le machin, un acouphène, une oreille qui ne marche pas. Tout le monde est parfait. C'est bon, c'est ce que je pensais, mais je n'osais pas le dire. Je voulais être authentique, tu sais, dans mon appréciation de chacun d'entre vous. Mais moi, des fois, je me dis, si un petit bobo devait disparaître aujourd'hui, moi j'ai un acouphène, j'entends une sirène tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un sifflet dans l'oreille. Et ce matin, j'y pensais en méditation, je me dis, c'est vraiment tannant des fois. Puis je me disais, s'il n'y en avait plus, je ne sais même plus c'est quoi, honnêtement, un silence. Je ne sais pas ce que c'est le silence. Pas de bruit, là, moi je ne sais pas ce que c'est. Ça fait 25 ans que j'ai un sifflement dans l'oreille. Dès qu'il n'y a pas de bruit, tout ce que j'entends, c'est zzzz, un gros moustique coincé dans l'oreille. Je ne sais plus ce que c'est le silence. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si un médecin arrivait et qu'il me mettait, je sais pas, plus que le doigt dans l'oreille, mais quelque chose, puis ça arrêtait le bruit, je deviendrais comme, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Puis les autres me diraient, mais oui, mais c'est normal, c'est ça, là. T'avais un problème. Normalement, on n'entend pas ça. Mais je sais plus ce que c'est. Et de la même façon, tous les êtres humains, nous on dit aujourd'hui, ont un corps depuis tellement longtemps, ils ne savent plus c'est quoi de ne pas avoir de corps. Ils sont coincés dedans. Et pour eux, c'est la seule normalité, c'est l'apparence physique. Puis nous, on en dit, regarde, on va méditer, là. Ferme tes yeux, là. Je n'ai pas de corps. Au début, c'est... Non, ben, j'ai un corps, tu sais. Puis on le répète. Puis un jour, on dit, j'ai pas de corps. Puis là, on pense, oh, là, j'ai senti quelque chose de bizarre. C'est quoi? Ben, j'avais comme plus de corps. Ah ben voilà, ça commence. Puis là, tu médites, puis un jour, tu te dis, je suis une âme. Au début, ça fait rien, mais à un moment donné, tu te dis, je suis une âme. Puis là, tu commences à sentir, oh, ok, là, on touche à quelque chose. On ne sait plus ce que c'est qu'être une âme. Parce qu'on ne nous a pas appris. Tu sais, j'avais une grande discussion avec une amie ce midi, puis elle me disait comment elle a des jeunes enfants, puis les jeunes enfants commencent à lui parler de la mort. Puis c'est quoi mourir? Puis qui va mourir? Puis toi, tu vas mourir. Parents, je dis, bah, j'imagine, t'as lu, tu sais, j'imagine qu'il y a des guides, là. Comment tu dis ça à un enfant? Tu le fais croire à quoi? Au Père Noël? Maman va s'endormir, puis est-ce qu'on raconte ça? On raconte. Et non, non, moi, je dis, je deviens une étoile dans le ciel. Je dis, bah oui, je dis pas, bah oui, non, il y a une étoile dans le ciel, puis je reste, je veille sur toi tout le temps. Puis c'est très bien, je sais pas, moi, j'ai pas d'enfant, alors peut-être c'est très bien ce qu'il faut dire dans la psychologie pour les enfants, je sais pas. Mais on élève nos enfants comment? Et moi, je lui racontais l'expérience de ma mère, où quand j'ai perdu ma mère, j'avais 14 ans, ça a été, mais douloureux, ça a été une crise. Je veux dire, à 14 ans, j'ai vraiment eu une cassure dans ma vie violente. Il y a eu un rejet. Pourquoi? Parce que les croyances qu'on m'a inculquées. Dieu venait de tuer ma mère, donc déjà, tu retournes pas à l'église avec le petit sourire. Salut, ça va? Non, non. Tu l'as tué, hein? C'est ça qu'on m'a enseigné. Il a tué ma mère. Tu sais, c'est pas j'ai tué ma mère. Là, mon film, c'était Dieu a tué ma mère.
Mais c'est ça, c'est ça qu'on m'a enseigné. Ça commence mal, tu sais, ton film. Hein, c'est Dieu a tué ma mère. T'en as tué combien d'autres, des mères, comme ça? Ça te prend comme ça, là, tout à coup? T'en tues beaucoup? Mais si on est authentique, c'est ça, la relation avec Dieu. Ah, moi, c'était fini. Hein. Je dis, non, t'as tué ma mère, je m'excuse, mais là, on divorce. Je ne veux plus entendre parler de toi, quoi. Je voulais plus entendre parler de Dieu. Et à chaque fois que je voyais une photo de ma mère, honnêtement, c'était une douleur très forte, quoi. C'est normal, je pense. On va dire justement, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'étais conditionné par mes croyances. Et des années plus tard, un jour, je tombe dans un centre de Raja Yoga, tout le monde est un peu flyé, ils s'habillent bizarrement, ils mangent tous des petits trucs jaunes, végés. Puis on me dit, tu sais, ta maman, hein? On va t'expliquer. Je dis, voilà, toucher un sujet très sensible. Et là, on parle de tout à coup réincarnation. Puis non, mais ta maman, elle est partie, elle est dans un autre corps, puis tu devrais faire attention, elle est peut-être d'ailleurs pas très loin de toi. Hein. Ah ouais? Tu es ma mère, toi? T'as quel âge? Et là, je me mettais à demander à plein de gens, ouais, t'es né quelle année, toi? Ah non, t'es pas ma mère. Ok, d'accord, c'est bon. Je la cherchais comme, bon, elle doit avoir tel âge, elle est morte en telle année. Je donne un petit temps là pour se changer, prendre sa douche, retourner dans le corps d'un petit bébé. Donc, elle est née probablement telle année. Il y a quelqu'un qui est né en 76 ici, non? Et là, je cherchais, ma mère comme âme, elle est peut-être revenue dans le corps de quelqu'un d'autre. Tout à coup, ma souffrance a diminué et même disparu. Puis tout à coup, je disais à l'âme de ma mère, ben écoute, vas-y, là, fais ta vie. Si tu as une autre vie à faire, ben fais-la. Qu'est-ce que tu veux? T'es libre, là. T'es plus ma mère. Puis t'es rendu un petit garçon qui est en train de jouer au football puis qui devient champion du monde au football. Vas-y, là. Arrête de penser au hockey au Canada. Là. Vas-y, le football, c'est bon, c'est pareil. On ne sait pas. Et tout à coup, il y a une grande liberté. Et aujourd'hui, je vois des photos de ma mère. C'est comme de regarder un film. C'est pas que j'ai beaucoup d'amour pour ce qu'elle m'a offert. Mais c'est un rôle, c'est une identité, c'est le paraître, l'être derrière elle. Et quand j'ai appris la méditation, le Raja Yoga et tout ça, au décès de mon beau-frère, c'était un peu pareil, on a vécu une scène bizarre à l'enterrement où c'était triste, c'est triste, cancer, bon, puis c'était un être que j'aimais beaucoup, le mari de ma sœur, etc. Et on est dans une scène d'enterrement, petit cimetière de campagne en France, gris. On se demande s'il ne va pas pleuvoir, etc. C'est un musicien, donc il y a des musiciens qui jouent, évidemment, des cordes. Écoute, à chaque coup de violon, tu as envie de hurler la mort. Et moi, étrangement, j'essaye de me dire, non, tu es une âme, je suis une âme, non, moi je t'accompagne, vas-y. Écoute, ça fait un peu mal, là, changer de corps, mais t'inquiète pas, ça va bien aller. Tu vas reprendre un petit biberon. Attention, quand tu ouvres les yeux, tu vas avoir une grosse suce qui t'arrive en pleine face. C'est normal. Tu vois, c'est super agréable. Si tu vois le sein de ta mère, c'est normal. T'inquiète pas, c'est normal. Ça s'appelle un petit déjeuner. C'est très, très bon. Donc, j'essaye de me changer les idées, à parler à l'âme en me disant, allez, écoute. Puis je vous jure, écoute, ça s'est vraiment produit à un moment donné, il y a une pièce musicale, puis tout le monde a les yeux comme fermés, un recueillement. Et il y a eu un rayon de soleil. Je vous jure, sur la tête de ma mère, il y a eu un petit moment d'éclaircie, mais quelques secondes, sur la tombe, tu sais, qui est ouverte, t'as le cercueil et tout, avant de le mettre. Puis moi, je regarde, je dis, hey, personne vraiment, regarde. Ah ouais, vas-y, tu sais, moi, je plaisantais dans ma tête, j'essaie de pas être triste, en fait, plus qu'autre chose. Puis là, je lui disais à l'âme que j'aimais beaucoup, je dis, allez, vas-y, allez, moi, je te donne permission, allez, fous ton camp, la personne remarque, tout le monde a les yeux fermés, vas-y, là, pars, t'as assisté à ton enterrement, c'est beau, t'as dit au revoir à tout le monde, vas-y, bye, allez, va prendre le biberon ailleurs. Et moi, je pensais vraiment comme ça. J'essayais de me libérer, puis de libérer l'autre. C'était un vas-y, là, pars. Tu peux partir. Est-ce qu'on a raison ou pas? I don't know. Peut-être je suis complètement dans le champ, puis ils m'attendent tous là-bas, puis ils me disent, hey, dis donc, ton truc de biberon, là. J'ai pas tellement apprécié tes pensées, tu sais. T'as pas été très sympa. Merci, bonjour, la compassion pour ta sœur et tout le monde. Alors, j'en avais de la compassion, mais on est ce qu'on pense. C'est ce qu'on affirme toujours dans le Raja Yoga. On est ce qu'on pense. Donc, être ou paraître, à quoi je pense, c'est ça qui va définir qui je suis. Et nos valeurs, quand on est vrai face à nos valeurs, je pense que c'est là qu'on est beaucoup plus celui qu'on veut être. Et je sais que
quand on touche cette espèce de moment, wow, tu sais, en méditation, tu te dis, OK, là, je touche quelque chose de vrai. Mais pour moi, être ou paraître, c'est est-ce que j'arrive à agir dans la journée en contact avec ça? Pas tout le temps flyer, t'en bougez pas. Wow, hein, tu disais? Ça s'appelle un peu stone, là. Ça s'en vient bientôt près de chez vous quand ça va tout légaliser, hein, ici. Mais pour l'instant, je vous conseille plutôt la méditation et d'être dans un état comme ça, bien, tout en allant dans l'action. Et je dis pas que ça arrive souvent, mais quand ça arrive, à mon avis, c'est là où je suis le plus près de l'être, de l'authenticité spirituelle. Là, c'est une authenticité spirituelle. C'est-à-dire qu'on est en contact avec le vrai soi, qui est une âme bien intentionnée. Récemment, je me disais, tu as 3 choses vraiment qui nous motivent dans le vrai niveau d'être. Le contentement, c'est-à-dire bliss, en fait, c'est vraiment la béatitude. Le bien-être, tu sais, le wow, le bien-être, c'est le wow. Ça fait wow, ça fait, t'appuies, ah, wow, ok. T'es dans le bien-être. Si tu fais aïe, non, c'est pas dans le bien-être. Wow, c'est dans le bien-être. C'est vraiment la béatitude, le contentement, la notion de ça y est, je suis comblé. Ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est complémentaire, moins attrayante, mais le détachement. C'est-à-dire que tout ça est bien, mais c'est tout éphémère. Donc, il ne faut pas que je m'attache. Puis le détachement procure énormément de liberté. La notion de voir, mais de ne pas être soumis à ce qu'on voit. De ressentir, mais de ne pas être dépendant, d'être dépendant de ce qu'on ressent. Aimer, mais sentir que si l'amour n'est plus là, je ne souffrirai pas. Je sais que c'est dur, mais c'est ça le détachement. Et le détachement est extrêmement puissant. C'est magnifique. Les sages, tu t'attends des sages qui soient détachés. C'est-à-dire l'équanimité. C'est bien. Tu maintiens ton bliss. S'il n'y a pas de détachement, la béatitude, elle ne va pas durer longtemps. Hein. Une scratch sur ta voiture, puis ça y est, il n'y a plus de béatitude. Moi, ça fait 3 fois que je l'amène au garage. Là, ma béatitude, elle est passée dans le muffler, elle est passée dans le pare-brise qu'il a fallu changer. Là, elle s'en va dans les pneus, il y en avait un crevé. Ma béatitude est rendue très mécanique, puis je vous assure qu'elle coûte cher, ma béatitude, puis je l'aime plus du tout. Et je pense que ça vient d'un certain attachement à la petite pièce de ferraille avec 4 roues qui est tellement éphémère, parce que dans quelques années, elle va être dans un terrain de ferraille. Donc la béatitude, le contentement, le détachement et la bienveillance. Et je me disais, wow, ces trois dimensions-là, pensez-y. La béatitude, le contentement, je suis comblé. Le détachement, je préserve cette béatitude pour pas que tout ce qui m'entoure vienne la briser. La bienveillance, ben j'offre ma béatitude, j'offre mon contentement aux autres. Je suis prêt à donner ça aux autres. Et je me disais, ça pour moi c'est le véritable être. Être dans cette fréquence-là, ben je suis authentique avec mes valeurs. Et le moment où je deviens égoïste, j'ai plus de bienveillance, je me sens peut-être moins authentique. Alors, je vais dire, ben oui, ben c'est normal, regarde, je n'ai pas d'énergie aujourd'hui, oublie ça, là, répondre au téléphone, puis ça va. Non, ça me tente pas. Ok, je suis authentique à ce niveau-là, mais je suis pas authentique au point de vue spirituel. Parce que après, me cacher sous mon lit, tu te caches sous ton lit, puis j'entends pas, non, ça sonne pas, il n'y a pas de téléphone. Quand tu rejoues cette scène-là, t'es pas très fier de toi. Tu te dis, ouais, ça a l'air bête, hein, quand même, d'aller se cacher sous son lit pour pas répondre au téléphone. C'est comme ceux qui, à l'Halloween, là, ferment toutes les lumières, puis non, non, non. Ne sonnez pas à la porte, je ne donnerai pas de bonbons. Non, non, non. T'es pas fier, tu sais, c'est pas toi, je pense, c'est personne, ça. Oui, c'est la personne, quand elle se sent comme ça, mais c'est parce qu'elle n'est pas en contact avec son véritable soi. Elle n'est pas en contact avec l'âme. Elle est juste en contact avec, regarde, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée, j'ai pas d'argent, foutez-moi la paix. Ok, authentique au premier degré, pas authentique au niveau spirituel. Et donc, on a ce sentiment que quand on n'est pas à la hauteur de nos valeurs profondes, ces valeurs-là qu'on va reconnaître des fois dans des films, chez les héros,
chez nos idoles. Pourquoi on les idolâtre? Pourquoi on les aime? Parce qu'on a vu dans ces gens-là une valeur. On dit, ah, très attrayant comme valeur. Pourquoi? Parce qu'on aimerait être comme ça. Puis en fait, c'est notre valeur à nous. C'est ça notre véritable être. Mais on se dit qu'on ne peut pas être comme ça. Alors qu'on peut l'être. Mais il faut le développer. C'est là où la méditation... C'est pour ça qu'on aime bien, des fois, je dis, c'est vrai qu'on apprécie maintenant avec le temps, mais il faut s'exposer. C'est comme ça, on dit, on aime bien, moi, tous ceux qui écoutent en ligne ou ceux qui maintenant peuvent profiter. Mais à moins que je me trompe, et je m'adresse à vous, quand on est ici, c'est différent. Parce qu'il y a une atmosphère, il y a une vibration. Et on peut méditer tout seul chez soi, je le fais régulièrement. Mais même pour moi, méditer seul à la maison, oui, des fois c'est wow, spectaculaire. Quand je suis avec des gens, il y a une énergie, c'est différent. C'est vivant tout ça. Alors, l'être et le paraître, c'est pour ça que je dis c'est pas si facile comme sujet, parce qu'on peut le prendre à un premier degré, puis ça devient un débat psychologique. Ta colère, exprime-la, t'es authentique. Ok, fine. Mais si on va un degré plus loin, c'est plus la même chose. Et c'est plus de l'authenticité de juste être comme tu as envie d'être parce que c'est comme ça. Non, il faut aller comparer avec ses valeurs profondes. Puis se dire, quand j'agis comme ça, est-ce que c'est vraiment comme ça que je m'aime? Est-ce que c'est ça l'être que j'ai envie d'être? Et foncièrement, si on était capable de voir tout ce qui est enfoui sous les mauvaises herbes, on découvrirait tous qu'on a une fleur unique, c'est qu'on a une qualité unique, mais qui n'arrive pas à souvent faire surface. Parce qu'elle est camouflée par tous ces jeux qu'on joue, puis le job, puis les enfants, puis à 5 heures, c'est important, il faut que je sois là. Et j'ai pas mis d'argent dans le stationnement. Et mon Dieu, je suis tout énervé. Calme-toi, là, la planète peut exploser demain. Là, ton parking, c'est pas grave. On oublie toujours de relativiser le... Bon, oui, il faut mettre l'argent dans le parking. Hein. Je n'invite pas du tout à la désobéissance civile. Mais je me dis, il faut relativiser. Le travail, la famille, à la limite, tout, rien de tout ça est éternel. C'est tout, c'est notre bonheur sur Terre. Mais foncièrement, si on fait un espèce de zoom out, on est venu sur Terre, puis on va repartir un jour. Puis tout ça, ça devient une expérience. Ça devient comme un grand rêve. Puis dans 1000 ans, à moins que je me trompe, personne ne va se souvenir de nous, puis on ne fera pas les livres d'histoire. C'est fini, là, on passe à autre chose. Alors, ne dramatisons pas trop non plus. Ne perdons pas contact avec la grande raison d'être, puis la grande conscience, d'être conscient juste d'être vivant sur Terre, ce qui est magnifique, puis d'être capable d'être à la zone des fois, de capter les ondes solaires, là, les rayons, d'être au-dessus des nuages, pas toujours en dessous des nuages. Et quand on fait ça, on se rend compte que la vérité, elle est peut-être plus au-dessus. Puis oui, on revient, et puis oui, puis quand il pleut, on joue le jeu avec tout le monde. Hey, c'est le fun. Puis on danse les parapluies de Cherbourg, c'est très bien. Puis on chante Singing in the Rain, puis tout va bien. Bon, alors c'était la soupe du jour, avec un peu de toutes sortes de légumes de maman qui est partie jusqu'à toutes sortes d'histoires. Alors, être ou ne pas être ou paraître. Ça va ou il y a des... On médite là-dessus et je fais volontairement une pause pour nous donner vraiment plus de temps ce soir c'est de faire une étape ensemble. Alors, j'ai proposé quelques idées, puis on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Et je vous inviterai à essayer de vous motiver à construire votre méditation. Et je vais vous proposer des petites pensées. Je vais me taire après un certain temps. Je reprendrai un petit peu. Je vais me taire encore. Juste pour vous proposer une structure dans la méditation. Puis, premièrement, on va essayer d'abord de juste se détacher un peu de tout ce qui nous entoure. Puis, juste essayer de ressentir cette espèce de liberté d'être. Penser à l'âme, essayer de voir le monde comme une âme, puis essayer de sentir cette félicité, cet état de bonheur, ce détachement, puis cette bienveillance. Puis si vous avez mal à la tête après, ben écoutez, vous avez trop forcé, là, faut relax. On peut commencer juste par bien remettre le corps en position détendue, bien respirer. J'essaie d'être conscient des différentes parties du corps. Et c'est comme si on injectait dans toutes les parties du corps une énergie de paix, de bien-être.
Juste sentir que le corps est bien, complètement détendu. Prendre le temps de bien respirer. Petit à petit, on peut diriger les pensées au centre du front. Ressentir que c'est de là que viennent les pensées. Et naturellement, on peut ralentir le rythme des pensées. On laisse les pensées une à une devenir très naturelles. Et on joue avec les pensées, un peu comme avec la poésie. On fait danser les mots. On fait apparaître des mots qui deviennent des pensées. Je pense. Je sens la paix. Je sens le calme en moi. Je me sens de plus en plus léger. Comme si mes pensées arrivaient comme des vagues, des toutes petites vagues, au bord de la mer, sur une plage. Quelques pensées arrivent. Aimer la famille. Être bien dans ma vie. Rester moi-même. Les pensées viennent. Les pensées repartent. Et c'est comme si je me détachais de tout ce qui m'entoure. Même si je suis conscient des gens autour de moi, du lieu où je me trouve. Je sais que la pensée peut me faire voyager. En une seconde, je peux retourner sur la plage et voir les vagues. Mon esprit peut créer des images. Alors j'essaie de composer en moi des pensées qui vont me permettre de ressentir ce qu'il y a de meilleur en moi. Des pensées de paix, des pensées d'amour, des pensées de bonheur. Et si j'imagine les vagues sur le sable, je peux aussi visualiser des oiseaux dans le ciel. Je peux laisser ma pensée
me dire que c'est moi qui suis libre, qui vole, que c'est moi qui cherche à aller toujours plus haut. Que les vagues de la vie sont toujours là et que je m'élève. Que j'aime appartenir au ciel. Que j'aime rechercher la lumière. Que j'aime me sentir libre. J'aime la liberté. Le sentiment de n'avoir aucune contrainte. Le sentiment de pouvoir être vrai face à moi-même. Sans avoir à jouer de rôle. Sans avoir à faire semblant. Juste être moi-même. Un être libre. Un être de paix. Qui recherche l'amour et le bonheur. Être conscient de l'âme, c'est ressentir cette énergie puissante en soi. Ressentir qu'au centre du front est comme une lumière, comme une présence. Ressentir que l'âme s'exprime par ses pensées,
ses émotions, sa conscience et même sa personnalité. Et quand j'arrive à ressentir que je suis une âme, c'est comme si je me sentais l'acteur dans mon rôle, la conscience dans la matière. Et en étant conscient de l'âme, je sens que l'essence de l'âme, c'est la félicité, le bonheur. Un état de grâce qu'on ressent si rarement et pourtant qui appartient à la nature de l'âme. Et quand je ressens toute la puissance du bonheur, je vois tout ce qui m'entoure. Je m'approche des gens que j'aime. Je joue mon rôle au quotidien. Mais j'essaye de ne jamais perdre le contact avec cette source de lumière. J'essaye de jouer pleinement mon rôle et d'apprécier tout ce que je vis, et tout en restant détaché. Et je sens que ma véritable nature avec les autres, c'est d'être toujours bienveillant. De toujours vouloir le bien pour les autres, quoi que j'en pense. Avoir une nature bienveillante, une attitude de détachement. Et la conscience de la félicité. Et lorsque je ne ressens pas toutes ces dimensions de l'âme, je reste confiant qu'elles sont toujours là, comme le soleil. Et même s'il n'est pas visible, je sais qu'il est là quelque part. Et de la même façon, je sais que moi, l'être, que j'existe toujours en permanence. Seulement parfois je ne suis pas visible. Simplement bousculé et effacé par le quotidien. Alors je pense à l'âme. J'essaye de ressentir l'âme. Et petit à petit, tout revient.
comme un lever de soleil. Alors, bon retour sur Terre. Est-ce que tu avais un petit wow qui se profilait? Il y a des moments comme ça. Ça peut vraiment faire beaucoup de bien quand on arrive à bien faire la connexion. Et je souhaite un beau week-end de Pâques, des cocos à profusion, pas trop quand même. Et puis, souvenez-vous, le coco, hein, c'est le mémoire de l'âme. Hein, c'est l'âme a cette forme. Des fois, on y ressemble un petit peu à un œuf de Pâques, tu sais, une espèce de forme ovoïde, ovoïde, merci, et une forme un peu d'œuf. Alors, lundi, exceptionnellement, lundi soir, le centre ne sera pas ouvert, parce que c'est le lundi de Pâques, et beaucoup de gens sont en vacances. Mais on se retrouve très bientôt, notre soirée méditative. Et le printemps, c'est confirmé, il arrive. Là. Vraiment, on peut enlever les manteaux d'hiver, les bottes. Je pense que c'est parti. Alors, Om Shanti, bonne soirée.